Bonjour à tous. Je suis ravi en fait de vous retrouver aujourd'hui en fait pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai intitulé en fait ce retour d'expérience l'intelligence collective au service de l'expérience des établissements de santé. Donc ça fonctionne. Hop là. Pour me présenter très rapidement, moi je suis UX designer, j'ai deux casquettes, une casquette freelance, une casquette salariée dont je vais vous parler juste après. Au-delà de ça, je suis formateur, enseignant, auteur d'un bouquin et aussi coach-mentor sur différents dispositifs d'accompagnement et une bonne vingtaine d'années, un peu plus, d'expérience dans le digital. Et ça va avoir son importance pour la suite. J'ai intégré récemment, il y a à peu près un an, un lab d'innovation qui s'appelle le CIUS, Centre d'innovation et d'usage en santé. Donc c'est une association à but non lucratif qui est engagée pour soutenir l'innovation dans le domaine de la santé, l'autonomie, le bien-être et le bien vieillir, et donc à destination des établissements de soins. Et donc je les ai rejoints pour monter un pôle design et accompagner la transformation des établissements. Aujourd'hui, on va parler enjeux et défis dans un premier temps. En fait, je vais vous après concrétiser ça par un projet en fait, qu'on a mené. Mais avant ça, en fait, j'ai souhaité partager avec vous mes découvertes, les positives comme les négatives, dans qu'est-ce que c'est en fait que d'appliquer le design au domaine de la santé. Pour moi, c'était une découverte. J'avoue qu'avec un peu d'expérience, il y a des choses que je pensais acquises et qui finalement ne l'étaient pas autant. Donc c'est pour ça que j'ai mis spoiler alerte. Il y a un peu de pain sur la planche. Et en même temps, en fait, quand même terminer sur une note positive parce qu'on a quand même réussi à avoir des petites victoires. Alors le premier défi, c'est une question en fait qu'on m'a posée plusieurs fois, de manière plus ou moins directe, plus ou moins violente, quand on se présentait en fait, quand on arrivait lors d'ateliers ou pour des entretiens. Chacun on faisait un petit tour de table, et donc on avait des directeurs d'hôpitaux contre, on va dire des formations qu'ils ont fait entre 8 et 10 ans de formation, et une quinzaine, vingtaine d'années spécialisées dans le domaine de la santé. Et on me faisait un peu comprendre que qui j'étais moi en fait finalement pour arriver dans le domaine de la santé. Est-ce que moi j'y connaissais quelque chose? Sous-entendu, qui t'es toi en fait pour venir me parler? Est-ce que tu es aussi érudit que moi ou pas? Donc autant vous dire en fait que il faut être assez solide sur ses arrières en fait quand on a ce genre de réaction. Et très sincèrement, moi ça m'était jamais arrivé auparavant. Donc c'est pas mal en fait, ça force à l'humilité, mais en tout cas il fallait s'y préparer. Et donc ça m'a pas mal questionné. Ça nous a aussi questionné en interne finalement sur est-ce qu'il faut être expert en fait de son domaine pour être designer finalement pour bien œuvrer, ou est-ce que finalement être en maîtrise de la méthodologie et des outils c'est suffisant. Et donc je me suis amusé à faire un petit sondage sur LinkedIn, mais avant de vous montrer les résultats, je voudrais refaire le petit sondage. Alors je ne sais pas si c'est possible d'allumer un peu la salle parce que du coup je ne vous vois pas bien, mais je vais vous poser une question. Donc selon vous, on va faire un vote à main levée. Est-ce que c'est indispensable d'être en maîtrise parfaite en fait, du secteur dans lequel on intervient, ou est-ce que finalement le fait d'avoir un regard neuf permet en fait, quand même de poser en fait, des vraies questions et d'aller dans le fond du sujet. Donc qui est-ce qui pense que ce n'est pas indispensable en fait, d'être spécialiste de son domaine à main levée comme ça? Ok. Bon, ça m'arrange en fait que vous me dites là en fait parce que ça rejoint un peu en fait les résultats du sondage en fait que j'avais lancé comme ça assez spontanément sur LinkedIn, qui a recueilli un peu moins de 300 réponses. Et donc on a 90% des personnes à qui j'ai posé la question qui ont estimé en fait que c'était pas indispensable d'être expert dans le domaine où le designer intervient. Alors ce qui est intéressant là-dedans en fait, c'est que dans ces 90%, on a 99% de designers. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les 10% qu'on dit que c'était quand même pas mal en fait, d'être un peu maîtrisant, on a 98% de non-designers. Alors ça fait sourire, et en même temps, en fait, ça dit des choses de comment nous, on appréhende en fait, nos métiers, et comment les personnes qui ne sont pas des designers appréhendent en fait, nos métiers et notre niveau d'expertise, et c'est des choses dont il faut tenir compte. Encore une fois, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais été confronté en 25 ans de carrière, mais là, en fait, j'y ai été confronté, il a fallu trouver une stratégie par rapport à ça. Et donc la stratégie qu'on a mise en œuvre, c'est de ne pas m'envoyer tout seul en fait, sur le terrain, parce on s'est bien rendu compte que ça créait des freins finalement à l'adoption, mais plutôt d'avancer en binôme, voire en trinôme. Et donc je vous présente deux de mes collègues. On a Tessir, en fait, qui est multidiplômé en santé publique, en tout ce qui est implantable dans le corps, en fait, il a plusieurs masters en fait, sur le sujet. Donc lui, c'est vraiment l'expert santé publique, il a tous les mots de vocabulaire en fait, qui vont bien, il coche toutes les cases.
Et à côté, on a Bastien ouais, qui est sociologue, qui a fait une thèse, toujours associé au domaine de la santé, etc. Donc c'est un peu mes deux chevaux de Troie. En fait, moi, je me cache derrière eux dans un premier temps. Et en fait, ça me permet, en fait, quelque part, ça nous permet d'arriver sur le terrain et d'éviter, en fait, justement, cet écueil de mais pourquoi est-ce que je vous ferai confiance, pourquoi est-ce que je vous écouterai, puisque vous, a priori, vous n'y connaissez rien à un autre domaine. Deuxième élément, en fait, donc, qui était un peu plus connu, mais ça vaut le coup, en tout cas, de rappeler des chiffres. Là, je vous ai mis un indicateur, en fait, d'un sondage qui a été fait par l'Institut Montaigne en janvier 2023, où on voit, en fait, que 73% des Français considèrent que le système de santé s'est dégradé en France. On va dire que là, on n'apprend pas forcément grand-chose, mais ça vaut le coup, en fait, de remettre des chiffres là-dessus. Et ça rejoint vraiment des discussions que je peux avoir justement avec les professionnels de santé qui font part en fait de la criticité en fait de la situation dans laquelle ils sont que ce soit en termes d'attractivité. Finalement, ils n'arrivent plus à recruter. Les personnes sont plus motivées en fait pour intégrer en fait les hôpitaux. C'est aussi compliqué de motiver les gens qui restent. Donc il y a beaucoup d'absentéisme en fait et se retrouvent vraiment confrontés à des situations où il y a de moins en moins de personnes en fait pour assurer la charge et donc ça vient en fait quelque part surcharger encore en fait les derniers qui restent et donc ça devient vraiment très compliqué. Ils sont vraiment démunis et ils nous disent très clairement en fait que les outils, la manière dont ils avaient à gérer en fait les problématiques, la manière dont on les a formés en fait pour gérer ce type de problématiques là ne fonctionne plus. Donc ça c'est très clair et donc ils nous disent en fait on est prêt à essayer en fait d'autres approches puisqu'on se rend bien compte que nous on est dans une impasse, on n'y arrive pas. Donc là-dessus en fait la stratégie qu'on a mise en place au sein du CIUS, c'est justement d'essayer d'acculturer les professionnels de santé au design, à l'intelligence collective, quelque part de les sensibiliser à des nouvelles approches, non pas pour en faire des designers, bien évidemment, mais pour quelque part rajouter des cordes à leur arc, les aider à faire un pas de côté par rapport à des situations qui pourraient ressembler de près ou loin à une impasse. Donc je vais vous décrire en fait un projet et un dispositif dans lequel on est partie prenante en tant que formateur, qu'on a appelé Appui Terrain. Et ce dispositif, ce n'est pas n'importe quel type de formation. Moi, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de formations, des formations qui étaient d'une traite. On fait 5 jours de formation et après, on croise les doigts très fort en fait, pour que les personnes s'emparent des connaissances qu'on leur a transmises. Et autant vous dire que c'est assez rarement le cas. Des dispositifs où on avait en fait, aussi une formation d'une traite, mais après avec du coaching derrière pour inciter au passage à l'action. C'est déjà un peu mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Parce qu'on se fait vite rattraper par la réalité. Et là, ce dispositif, il est vraiment innovant et pour le coup, en fait, il marche vraiment bien parce qu'il est complètement éclaté dans le temps. Donc, on a bien 5 jours de formation, mais étalé sur 6 mois de temps et entrecoupé de temps en fait en autonomie où les personnes qu'on forme vont passer à l'action sur les éléments en fait sur lesquels on les aura formés. Et pendant ces temps d'autonomie, nous, on les coach à distance pour s'assurer qu'on lève bien tous les points de blocage et que justement, ils passent bien à l'action et que tout se passe bien pour eux en fait. Ce dispositif, j'ai identifié 3 facteurs de succès. Le premier, en fait, c'est que pour candidater, pour intégrer ce dispositif, il y a une sélection, c'est-à-dire qu'il y a un appel à projet qui est lancé pour les établissements, et les établissements doivent motiver, amener un projet, et motiver en fait le fait qu'ils souhaitent intégrer ce dispositif de formation. Le deuxième facteur, en fait, c'est qu'il y a une contractualisation. Donc, suite à la sélection des établissements, on va signer un contrat avec la direction qui va les engager, qui va engager la direction sur le fait qu'ils vont accorder du temps aux collaborateurs qui sont formés pour qu'ils puissent mener à bien le projet. Donc soit en déléguant, soit en s'associant avec d'autres personnes, mais dans tous les cas, on a écrit noir sur blanc qu'on leur accordait du temps. Ok, ça marche, merci. Par là. On me donne des indications dans mon oreillette en même temps. Et le troisième facteur de succès, c'est le temps en fait, que les participants vont justement pouvoir investir dans le projet, donc qui est lié aux 2 autres. Et donc c'est l'engagement en fait, des participants dans la mise en œuvre. Pour détailler ce dispositif, je vais vous faire un retour d'expérience et illustrer en fait, avec le cas du CHU de Nice, qui a donc intégré le dispositif au même titre que d'autres établissements. Ils sont arrivés avec cette problématique assez vague. Comment pourrions-nous intégrer l'encadrement et la vision du personnel pour qu'ils deviennent eux-mêmes partie constitutive du futur modèle de management?
Donc là, on ne sait pas trop à quoi on va se mener, mais c'était bien l'objectif en fait aussi du dispositif, c'était quelque part aussi qu'ils s'aperçoivent, qu'ils se rendent compte que c'est rarement le problème initial en fait qu'on vient traiter. Ça, je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Et donc c'était ok en fait de partir avec quelque chose de très vague, très macro, mais pour justement les inciter à, au cours du projet, se rendre compte que finalement la problématique à adresser, là où les problématiques, elles allaient émerger du terrain et que c'était pas trop mal en fait finalement de pas déjà avoir en tête la solution finale. Et donc on s'est engagé en fait dans ce processus de formation, donc formation en présentiel avec d'autres établissements. Donc là, ça leur permettait d'échanger, de créer une dynamique de collectif entre eux, ils partageaient sur leurs problématiques et on les formait au fur et à mesure aux différentes étapes du processus pour que eux en fait déjà comprennent en fait l'intérêt, se l'approprient, pour pouvoir après embrayer sur les temps en fait de mise en pratique pour qu'ils puissent s'approprier les outils. Donc, ce qui était intéressant, c'était qu'à chaque fin de journée, on prenait un temps pour établir la checklist en fait de OK, on a vu la recherche utilisateur aujourd'hui, les techniques d'entretien, d'observation, les différents outils que vous pouvez activer en fait pour accomplir en fait cette étape-là. Maintenant, lié à votre stratégie, à votre réalité du terrain, à votre projet, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre? Qui vous allez aller voir? Comment vous allez les contacter? Comment vous allez les sélectionner? Qu'est-ce que vous allez retirer en fait comme data? Et comment vous allez synthétiser tout ça de manière à ce que quand on se retrouve pour la deuxième journée, donc on avait un espacement de 3 à 4 semaines entre chaque journée de formation, de manière à ce que quand on se retrouve, vous ayez la matière nécessaire pour pouvoir avancer. Et ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est que, notamment avec le CHU de Nice, où au départ, en fait, mais comme tous les autres, hein, ils appliquaient stricto sensus, ni plus ni moins en fait, que les exercices qu'on avait vus en séance. Entre la journée 3 et la journée 4, qui était l'animation des ateliers d'idéation, eux, quand ils ont débriefé en fait, sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre, eux, ils nous ont dit, on s'est inspiré de quelque chose qu'on a fait en séance, mais par contre, on l'a complètement revu, on l'a réadapté parce que nous, on avait cet objectif-là et cet objectif-là. Et là, je me suis dit intérieurement, OK, là, on a marqué des points, ils se sont appropriés, en fait. Donc, ils n'ont pas juste compris. Ils ont mis au regard, en fait, de leurs propres enjeux, leurs réflexions pour pouvoir adapter les outils. Et quand on est formateur, en fait, ça, c'est vraiment le Graal. C'est vraiment, on se dit, OK, là, on a ancré quelque chose. Maintenant, ils peuvent être à peu près autonomes et ils vont pouvoir œuvrer, en fait, par eux-mêmes. Je vous montre, alors là, les photos ne sont pas terribles, en fait, mais c'est donc un prototype. Donc, leur problématique, c'était comment est-ce qu'on implique davantage l'encadrement dans la nouvelle manière de manager au sein de l'établissement. A émergé de la recherche terrain une méconnaissance en fait finalement des personnalités des uns des autres. Ils étaient tous un peu dans leur silo, pas le temps en fait de trop discuter en fait et finalement de se connaître. Et dans une problématique de maintenant on va aplatir un peu la pyramide et accélérer le circuit de décision, on a besoin de déléguer et on a besoin de savoir qui est à l'aise avec quoi. Et donc ils se sont inspirés en fait d'un jeu de photolangage en fait qu'on avait fait en tant qu'icebreaker. Mais eux, en fait, ils l'ont utilisé comme la solution, en fait. En tout cas, c'est ça qui a émergé des ateliers. Et ils l'ont packagé, ils lui ont donné un nom, ils ont prototypé, en fait, leurs cartes, et ils les ont déployées, ils ont mesuré, en fait, l'impact. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que c'est quelque chose qui est en train de d'essaimer au sein de l'établissement. Donc, non seulement, en fait, ça a bien pris au niveau des équipes, mais en plus de ça, en fait, ça commence à arriver au niveau direction, et ils commencent à déployer, en fait, ce type d'approche-là. Je termine en fait ce Rex avec un verbatim que j'ai récupéré en fait donc du responsable, le chef de pôle pharmacie et stérilisation du CHU, Rémi Collomb, donc qui nous indiquait effectivement que l'équipe va continuer à se former à ces différents outils et se les approprier pour donc, les utiliser au cas par cas ou alors en créer de nouveaux. Donc il y a vraiment cette dynamique de compréhension, d'appropriation de l'outil et c'était vraiment en fait l'objectif qu'on cherchait à atteindre. Alors la suite, c'est quoi? On est en train de tester ce dispositif auprès d'autres établissements et auprès d'autres types de publics. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais on a formé dans un premier temps des chefs de pôle, plutôt direction, donc des gens qui sont capables de gérer leur planning, de prendre des décisions et d'assumer le fait que là, ils se rendent disponibles en fait, pour le projet et ils ne sont pas rattrapés trop en fait, par la réalité. Là, on est en train de le tester avec le CHU d'Amiens, cette fois-ci en fait, sur un tout autre public. C'est le public qui fait la maintenance au niveau de l'établissement.
on leur a demandé en fait de se réorganiser, de retravailler en fait l'organisation des services techniques, et on leur a proposé que ça vienne de eux, en fait, que eux expriment leurs besoins et comment ils verraient les choses, en lien bien évidemment avec la direction, mais que ça parte en fait du terrain. Et là, en fait, vous comprenez bien que c'est d'autres problématiques qui émergent, des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de prendre eux-mêmes en fait des décisions, à qui on donne des plannings en fait le matin, on leur dit bah voilà, aujourd'hui tu vas avoir autant de tickets à traiter, et puis ils y vont un peu en mode machine. Et donc la notion de réfléchir à des concepts, etc., c'est pas du tout en fait comme ça qu'ils ont l'habitude en fait de travailler. Et donc on doit complètement réadapter ce dispositif, mais on garde ce rythme en fait et cet objectif de les rendre autonomes par rapport à ça et de les coacher d'une séance à l'autre. Voilà. Après, on a d'autres dispositifs aussi pour l'acculturation. Ça fera l'objectif d'autres REX en fait sur des formations de directeurs d'établissements de santé. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai été clair en fait et suffisamment concis. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous souhaitez échanger sur le sujet, qui est passionnant, j'ai essayé vraiment d'être synthétique. N'hésitez pas à venir me voir en fait pour en discuter. Merci à tous.